Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Innov Naturopathie. Abdelaziz El Mansouri, naturopathe, micronutritionniste, nutrithérapeute et spécialisé dans l'approche fonctionnelle de la naturopathie. La naturopathie fonctionnelle, ceux qui nous suivent savent pertinemment que c'est une approche qui se base sur la médecine fonctionnelle et que, en tant que telle, la médecine fonctionnelle va s'attarder sur l'importance de la fonctionnalité des systèmes et pas des moindres, la fonctionnalité digestive. Donc ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui, donc la supplémentation. Il faut savoir qu'aujourd'hui je viens de faire pour la 3e fois cette vidéo, j'ai eu un problème avec l'enregistrement de la vidéo, donc je suis vraiment désolé là, je suis un peu à bout de nerfs un petit peu, mais on va essayer de faire une vidéo intéressante et reprendre son calme et revenir à quelque chose qui va vous être très utile. Donc aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'est la supplémentation. Donc c'est toujours une question récurrente, une question qui revient souvent et on me pose énormément cette question, est-ce que la supplémentation est utile? Est-ce qu'elle est nécessaire? Et est-elle dangereuse? Donc on va essayer d'aborder les différents points aujourd'hui et on va essayer de vous expliquer ça dans l'ordre. Le pourquoi du comment j'ai commencé cette vidéo en vous expliquant l'approche fonctionnelle, parce que pour nous, la fonctionnalité des systèmes, donc pas des moindres, la fonctionnalité cellulaire est toujours dépendante et interdépendante de la fonctionnalité qui est centrale, qui est pour nous la fonctionnalité digestive. Pourquoi? Parce que pour nous, la fonctionnalité digestive est à la base de tout, parce que dans notre corps, ce qu'il faut savoir par exemple, c'est que il y a des réactions biochimiques et donc en termes de quantité de réactions biochimiques, je lisais une étude il n'y a pas très longtemps, on sait qu'il y a 37 milliards d'interactions biochimiques qui se font dans notre système toutes les secondes. Donc imaginez le nombre, 37 milliards de milliards. Et on sait pertinemment que pour ces interactions biochimiques, il va y avoir des choses qui vont être primordiales pour que ça se fasse. C'est-à-dire que notre corps est un maestro, il sait très bien faire les choses. Je prends souvent l'analogie, par exemple, du peintre en bâtiment qu'on va venir embaucher pour venir refaire la peinture chez nous. Même si c'est le meilleur des peintres, si je ne lui donne pas un escabeau, si je ne lui donne pas la peinture, si je ne lui donne pas les pinceaux, les rouleaux, il aura beau être le meilleur des peintres que vous ayez trouvé, eh bien, il n'en restera pas moins inactif parce qu'il n'aura pas les choses nécessaires pour réaliser ces opérations. Et là, de la même manière, quand je vous dis qu'il y a des cofacteurs, et qu'est-ce que sont les cofacteurs? Les cofacteurs, c'est justement les vitamines et les minéraux. Et au-delà des cofacteurs, il y a aussi les enzymes. Et donc, pour nous, c'est super important d'avoir une bonne digestion. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas ces micronutriments, et c'est pour ça qu'on parle de micronutrition et qu'on parle de médecine fonctionnelle, et c'est ce qui nous intéresse, nous, dans notre approche, c'est de laisser faire le corps son travail, mais encore, s'agit-il de le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il puisse réaliser son travail et de lui donner les bonnes choses pour qu'il puisse le faire. Donc, dans les bonnes choses, les gens savent pertinemment que moi, dans la question de savoir si la supplémentation elle est nécessaire, utile ou pas utile, il ne faut pas être dogmatique. Je veux dire, le dogme est l'ennemi de la science. Donc si on part de ce principe, on ne peut pas avoir une réponse oui ou non, c'est pas noir, c'est pas blanc. Et si vous voulez, dans le monde, dans la plupart dans lequel nous vivons, nous, la réponse, est-ce que la supplémentation va être nécessaire? Dans la plupart des cas, oui, parce que, je veux dire, pour ceux qui me suivent, ça peut sembler incompatible avec l'approche de ce que j'appelle moi une nutrition avec une haute densité nutritionnelle qui va apporter normalement tout ce dont on a besoin. Mais, je veux dire, si on revient au mode ancestral et au retournement auquel j'appelle, on sait pertinemment que nos ancêtres, eux, ils n'avaient pas besoin de supplémentation, ni de gélules, ni de pilules, ni de quoi que ce soit. D'ailleurs, ils ne savaient même pas ce que c'était. Mais bon, notre environnement moderne est profondément différent de celui de nos ancêtres. Et en fait, un principe fondamental du mouvement ancestral pour la santé, c'est la reconnaissance que nous sommes inadaptés à notre environnement actuel. Et donc, c'est ce qui fait que moi, j'ai énormément de gens qui viennent me consulter, c'est qu'on est complètement inadapté à ce monde dans lequel on nous fait vivre, et c'est en inadéquation et
Je veux dire, c'est une inadéquation avec ce que l'on est. Et c'est ce qui est responsable, en fait, si vous voulez, de l'épidémie de maladies modernes, dites modernes, qu'on va appeler aussi les maladies chroniques inflammatoires. Donc, beaucoup de choses changent dans notre ont changé dans l'environnement qui est le nôtre par rapport à celui de nos ancêtres, et pas des moindres. Donc, il y a une baisse de la diversité, de la qualité des sols. Un type comme l'ingénieur agronome Bourguignon vous l'expliquera de manière magistrale dans ses vidéos. Il vous explique comment nos sols ont été réduits à néant, comment ils sont morts, comment ils sont complètement déplétés de tout ce qui est nutriments pour les plantes, parce que les nutriments que les plantes vont nous donner, elles les trouvent forcément dans le sol. Et un sol bien nourri, ça fera une grosse différence. Donc si on venait à comparer par exemple une pomme ou une tomate d'aujourd'hui, on n'aura pas la même pomme et la même tomate qu'avaient nos ancêtres. Ça, c'est un des points. L'autre chose en termes d'agriculture, c'est la façon dont on nourrit les bêtes aussi. Je veux dire, on n'est plus dans l'approche où les animaux vivaient sainement, donc tout est déréglé. Je veux dire, si nous on est déréglé, forcément, là, par conséquent, les animaux aussi sont déréglés. Si on va nourrir des animaux avec des farines animales, c'est pas la vache qui est folle, c'est l'homme. Donc si l'homme est fou, ce qui met comme poison dans son alimentation, il faut savoir qu'il va le retrouver. Et dans ce sens-là, oui, ça peut avoir un impact parce que si on a moins de micronutriments, si on a moins de biodisponibilité et si on a moins de densité nutritionnelle, forcément il y aura des carences. Donc ça, c'est un des points. L'autre chose, c'est la diminution de la diversité des espèces végétales que nous consommons. On peut prendre pour exemple la pomme de terre. Si on prend la pomme de terre en Amérique du Sud, ils ont une vingtaine de variétés de pommes de terre, de toutes couleurs, de toutes formes, etc. Nous, dans notre approche réductionniste, on pense surtout à l'industrialisation et à la commercialisation des produits. Donc, on a de moins en moins, je veux dire, si vous allez faire vos courses, vous allez trouver 2 variétés si vous avez du bol. Et elles sont étudiées parce qu'elles vont pourrir moins vite, etc. etc. Et c'est toujours une histoire de rendement. Et ça, Bourguignon l'explique de manière aussi magistrale. C'est une chose qu'on peut aller vérifier. L'autre chose, c'est l'augmentation de l'exposition aux toxines alimentaires et environnementales. Vous vous souvenez que dans mes vidéos, j'explique souvent que la médecine fonctionnelle s'intéresse non aux symptômes, parce que si on prend un cercle et qu'on venait à mettre les causes de la maladie, on aurait le symptôme, la maladie, etc. Et au milieu, au cœur, qu'est-ce qu'on a? On a l'interaction entre votre génome et votre épigénome, donc l'addition des deux, en interférence et en interaction avec l'exposome. Je m'explique. Votre génome, c'est votre patrimoine génétique. Votre épigénome, c'est le liquide chimique endogène donc, qui vous appartient, dans lequel baigne votre génétique. Et l'exposome, c'est tout ce qui est chimique, tout ce qui est extérieur, tout ce qui va venir interagir justement avec ce patrimoine génétique et ce liquide chimique dans lequel baigne votre génétique. Donc c'est l'interaction des deux qui va faire qu'il va y avoir une modification, qu'il va y avoir un déclencheur peut-être de maladies chroniques inflammatoires, de choses qui, chez un médecin conventionnel, vont être juste résumées à la cause génétique. Mais nous, on sait pertinemment que la génétique, c'est un flingue, mais ce qui va venir appuyer sur le flingue, c'est le contexte, donc l'exposome. Et c'est dans ce sens-là que pour nous, une augmentation de l'exposition aux toxines alimentaires et environnementales va avoir un impact. L'autre point à ce sujet, c'est le fait des antagonistes. Par exemple, on sait que le zinc va être un antagoniste de certains produits chimiques que l'on va prendre, avec lesquels on va être en contact. Donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que du fait que c'est un antagoniste, ça va prendre sa place. Et le zinc et le magnésium, on sait qu'ils ont énormément d'interactions au niveau enzymatique. Et dans le cadre de ce que j'expliquais au début, si on sait que les réactions biochimiques se font avec des cofacteurs et avec des enzymes, on se rend compte là, bien évidemment, que si on est exposé de manière excessive et de manière prolongée à ces toxines alimentaires et environnementales,
on va avoir des problèmes de santé. C'est ce qu'on expliquait la dernière fois avec le docteur Anthony Fardet, quand on parlait de produits transformés et ultra transformés. C'est dans ce sens-là où on va rajouter du cosmétique alimentaire, ce qu'on appelle le maquillage alimentaire, où on va venir, je veux dire, ces produits sont tellement dégueux, sont tellement moisis, qu'on est obligé de les maquiller pour leur donner du goût. Et donc, c'est ces ajouts qui sont contre nature, on va dire, qui sont même inutiles, normalement, dans un cadre de vie ancestrale, qui vont venir poser problème. Et donc, dans ce cadre-là, ça peut être un des points qui peut être une des causes pour laquelle on devrait avoir besoin de supplémentation, mais j'expliquerai ça tout à l'heure. L'utilisation excessive d'antibiotiques aussi, et de contraceptifs et d'autres médicaments, ils viennent endommager les intestins, le foie, le système digestif, le système endocrinien, etc. Et là, toujours pareil, dans le même cadre, hein, ça peut être une des causes par exemple, d'une dysbiose au niveau de notre microbiote. Et si on a une dysbiose au niveau du microbiote, on sait pertinemment que ça va entraîner certainement des SIBO, ça va entraîner un tas de choses qui vont, en bout de chaîne, nous donner des carences. Et donc, si on est constamment dans ce cadre-là, là, c'est pareil, c'est ce qu'on dit. Si on doit avoir une approche intelligente là-dessus, on ne va pas de suite supplémenter. Si on continue à prendre des antibiotiques et des produits chimiques, on ne peut pas envoyer des suppléments, ça va être complètement inutile puisqu'il n'y aura pas de biodisponibilité. Donc l'idéal, ce serait de rétablir un petit peu là-dessus aussi le problème. Et puis après, oui, si éventuellement il y a besoin, si au travers des tests on se rend compte qu'on a une carence, à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant. L'autre point dont j'avais parlé une fois dans une de mes vidéos avec Jérémy Dazlon, c'est le stress chronique. On avait parlé de l'axe HPA et justement comme quoi il était corrélé justement à cette surutilisation de micronutriments. On va parler par exemple du magnésium. Le magnésium, c'est une des premières choses qui est exécrée dans notre système urinaire quand on est sous le stress. Donc, si là on est dans un cadre où on va surutiliser le magnésium, à ce moment-là, ça peut être intelligent de pouvoir supplémenter le magnésium. Après, on en reparlera, sous quelle forme, de quelle manière. Je veux dire, voilà, il faut toujours avoir une approche intelligente, mais on en parlera. L'autre chose que l'on peut lier à l'augmentation du stress chronique, ça peut être une diminution de la qualité et de la durée du sommeil. Ça, on sait pertinemment que c'est un des facteurs qui est vraiment pris en compte dans le cadre de la médecine fonctionnelle, parce qu'on sait pertinemment que pendant notre sommeil, il y a énormément de choses qui se font, qui se réalisent, et que si on n'a pas un sommeil idéal, cela peut entraîner des maladies chroniques inflammatoires, de l'obésité, de la glycémie, le diabète type 2, énormément de choses comme ça. Donc ça a une super importance. Et de la même manière, quand on dort moins, donc forcément, on va aller tirer sur quoi? Sur l'axe HPA. L'axe HPA, ça va venir réduire les micronutriments. Donc c'est un cercle vicieux et c'est un cercle qu'il faut régler avant de penser même à faire la moindre supplémentation. L'autre chose que l'on voulait souligner et qui peut être mise directement en relation avec le sommeil et le stress, c'est la connexion réduite avec la nature et moins de temps passé à l'extérieur. Donc quand on passe moins de temps à l'extérieur, on a forcément moins d'exposition à la vitamine D, moins de relaxation, beaucoup plus de stress. Donc voilà, c'est toujours un cercle vicieux et un cercle qui est multifactoriel et un des facteurs dont je parle aujourd'hui, c'est justement cette connexion réduite avec la nature et dont on n'aurait jamais dû se séparer. Je veux dire, dans le monde urbain dans lequel vivent la plupart des gens, c'est très rare pour la plupart de nos contemporains s'ils vont aller passer un petit peu de temps à un arbre. Après, je ne vous demande pas de faire l'amour à un arbre comme le font certains New Ageux qui veulent nous... voilà. Bon, voilà, c'est toujours pareil. Je veux dire, si on a une ferme, si on a des animaux, si on a une relation... Je veux dire, les gens qui vivent dans la terre savent exactement de quoi je parle. Mettre la main dans la terre, etc. C'est des choses qui sont de l'ordre du non perceptible, du non... c'est pas des choses que l'on voit, mais c'est des interactions qu'il y a entre nous et la nature et qui sont d'un autre ordre que celui qui est le nôtre, que celui qui est typiquement cartésien et réductionniste, dans laquelle on va juste voir les choses comme manger, voilà, il faut tant de calories, tant de choses. C'est beaucoup plus compliqué que ça et justement, oui, la connexion réduite avec la nature et le moins de temps passé à l'extérieur, ça peut être une des causes.
Donc l'autre chose aussi qui peut être aussi directement liée à ça et à ce que je viens d'expliquer, des choses qui sont de l'ordre du non perceptible, parce que l'amour d'une mère par exemple, dans le cadre de ce dont je vais parler, c'est l'éloignement des groupes sociaux soudés qui étaient la norme pour les humains jusqu'à très récemment, quoi. Je veux dire, c'est notre monde moderne qui a fait que justement ces liens familiaux, ces liens tribaux, ces liens où on était attaché au groupe et où le groupe avait une importance. Il y a des choses, je veux dire, quand on prend un bébé, je vais vous parler de cette expérience qui avait été menée avec une guenon, justement, et avec ces deux bébés guenons, ces deux bébés singes. On avait fait cette expérience où on avait mis un des bébés singes avec la mère, et qui était élevé par la mère et qui s'en occupait complètement. Et un autre bébé singe qu'on avait mis dans une autre cage, dont on s'occupait, nous, et à qui on fournissait les nutriments, tout ce dont il avait besoin normalement pour vivre. Et bien, ça n'a pas empêché que 3 mois après, le singe qui était séparé était décédé. Donc il y a, au-delà de ce que l'on mange, il y a aussi le côté affectif. Et le côté affectif, comme je parlais du stress, comme je parlais de toutes ces choses qui font ce qui est l'exposome, une relation toxique par exemple, va avoir un impact sur notre immunité, ça il faut le savoir. Donc c'est des choses qui ne sont pas de l'ordre du perceptible avec les yeux, qu'on ne peut pas voir, mais l'univers, c'est pas juste ce qu'on peut voir. 97% de l'univers est composé de choses invisibles. Donc voilà, ce serait un peu couillon de se limiter à ça et de penser qu'un éloignement des groupes sociaux soudés, ça n'a pas d'impact. Forcément, ça a un impact. Et donc, forcément, c'est une des choses qui rentre en compte. L'autre chose, c'est une augmentation du nombre d'heures que nous passons assis, sédentaires, et ça peut être directement lié à ce que je disais par rapport à la nature. Donc voilà, les gens qui me connaissent, ils savent que je plaide pour obtenir autant de nutriments que possible à partir des aliments. Les aliments, les humains, ils sont adaptés pour obtenir des nutriments à partir des aliments, et c'est pour ça que je parle d'une nutrition avec une haute densité nutritionnelle. Donc les aliments, ils contiennent de nombreux cofacteurs, comme je le disais, qui sont super importants pour justement ces réactions biochimiques. Et au-delà des cofacteurs, on a aussi des enzymes qui sont nécessaires pour absorber certains nutriments. Et c'est pour ça que je parle de synergie. Quand on a un aliment qui est complet, qui est sain et qui a été produit de manière saine, on a, au-delà du simple micronutriment, on a une synergie entre les micronutriments. Et donc c'est pour ça que pour moi, je plaide toujours pour une alimentation avec une haute densité nutritionnelle avant de commencer à parler de supplémentation. Mais cependant, enfin, comme je l'ai indiqué au début de cet exposé, certains nutriments peuvent être difficiles à obtenir, même dans le cadre d'une alimentation saine. Je pense par exemple à la vitamine D ou au magnésium. Le magnésium, justement, comme je disais tout à l'heure, si on est dans le stress, si on est dans ce genre de choses-là, ça peut être intéressant de se supplémenter en magnésium. Mais là encore, la question que l'on peut poser, c'est quel type de magnésium? Est-ce qu'un citrate de magnésium, ça va valoir un orotate de magnésium? Entre guillemets, l'orotate de magnésium est très compliqué à obtenir en France parce qu'il est interdit à la vente. Donc, en général, ce que font les gens, c'est qu'ils l'obtiennent des États-Unis, ils l'achètent en ligne et tout ça. Mais si vous voulez en savoir plus, vous avez un article sur notre blog qui parle justement de la supplémentation en magnésium et qui dit oui, mais lequel? Donc, là encore, c'est toujours le fait d'être intelligent dans la supplémentation. Ce n'est pas parce que j'ai juste une carence en magnésium que je vais donner n'importe quel magnésium. C'est encore une approche réductionniste que de penser que toutes les choses se valent. Ce n'est pas le cas. Et dans ce sens-là, oui, voilà, pour moi, si on rentre dans ce genre de cadre, on peut penser que des choses comme par exemple les gens qui n'ont pas assez de vitamine D, qui ne s'exposent pas assez au soleil, qui n'ont pas une alimentation adaptée et qui auront besoin de supplémentation, si on n'a pas le choix, à ce moment-là, oui, c'est ce que j'appelle moi la supplémentation d'entretien. On en a besoin, il y a d'autres nutriments qui peuvent entrer aussi dans cette catégorie et on pense par exemple à la vitamine K2, au sélénium, à l'iode. L'iode par exemple, au lieu de le supplémenter en gélule, je préfère donner une huître par exemple en supplément, une huître par jour.
Je le donne par exemple souvent dans le cadre des Hashimoto. Les gens que j'ai accompagnés et qui sont abonnés à cette chaîne vont peut-être sourire quand ils vont m'entendre dire ça, mais ils ont pu se rendre compte que de l'efficacité justement de l'iode. Et on n'est pas obligé de prendre des gélules par exemple. Mais bon, après voilà, il y a des gens qui ont un problème avec l'huître, donc là à ce moment-là, peut-être qu'il faudra penser à le donner d'une autre manière. La même chose pour la vitamine C. Enfin, la vitamine A, on sait par exemple pertinemment qu'elle est disponible qu'en quantité importante dans les abats, dans les huiles de foie de morue, etc. Et là encore, ça peut être certains aliments pour lesquels certains de nos contemporains pourraient avoir une forte aversion. Et dans ce cas-là, je veux dire, on sait par exemple que si on mange de la protéine, un des nutriments, je parlais de synergie tout à l'heure, un des nutriments qui va être nécessaire justement pour faire en sorte que la protéine soit disponible et qu'elle soit utilisée, c'est justement le rétinol, la vitamine A. Et si on passe notre temps, par exemple, à ne manger que des viandes maigres et tout ça, que va faire notre corps? Notre corps est intelligent. Il fait en sorte que nous restons en vie, ce qu'on appelle l'homéostasie. Et donc là, s'il n'a pas de vitamine A, il va être obligé d'aller la pomper quelque part. Et où est-ce qu'il va le pomper? Il va le pomper dans notre foie. Et ça, s'il le fait une fois de manière vraiment ponctuelle, c'est pas un souci. Notre corps, il est équipé pour ça. Mais si c'est constant, donc là, à ce moment-là, on va commencer à créer un problème. Et là, c'est pareil. Je veux dire, si la personne est incapable de manger de la vitamine A ou est incapable de le prendre à partir de l'alimentation ou même de l'huile de foie de morue ou des abats, à ce moment-là, oui, c'est intelligent. Mais voilà, il ne faut pas confondre le rétinol et le bêta-carotène. Les gens qui font des jus de carottes et tout ça en pensant que ça va être suffisant, c'est pas vrai. On est de très mauvais convertisseurs de bêta-carotène en vitamine A. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait été faite aux gens à qui on avait donné justement ce bêta-carotène. C'était une étude qui avait été faite sur les fumeurs. Et on s'est rendu compte que ça a augmenté les risques de cancer, les risques de maladies, etc. Donc voilà, la supplémentation en rétinol est supérieure au bêta-carotène. Donc dans ce cadre-là, c'est encore un des points où il faut être intelligent. Moi, en tant que thérapeute spécialisé dans le traitement des personnes atteintes de maladies complexes et qui n'ont pas pu trouver d'aide ailleurs. Je veux dire, moi, en général, quand ils arrivent chez moi, ils arrivent sur un radeau avec un gros drapeau blanc marqué dessus, SOS. Hein. Ils sont au bout et donc, voilà, je suis parfaitement conscient qu'il y a certains moments où la supplémentation thérapeutique peut avoir son intérêt et dans un but spécifique, pendant un certain temps donné. Et enfin, j'utilise cette approche, moi, de manière quotidienne. Bien sûr, une bonne alimentation, c'est toujours la base avec mes clients, mais bon, au moment où les gens viennent me voir, ils ont souvent tout essayé avant de venir chez moi. Et c'est un des points où je veux dire, l'alimentation, c'est toujours le point de départ. Je veux dire, il y a toujours une approche intelligente. Je ne vais pas juste regarder, par exemple, il a une carence en telle vitamine, je vais donner telle vitamine. Il y a une approche globale, je veux dire, il y a un cercle vertueux à rétablir, c'est-à-dire une intelligence à avoir par rapport aux données. Je veux dire, quand on fait un bilan de santé avec une personne, il va y avoir les informations qu'elle va nous donner. Mais encore faut-il faire du sens de ces informations. Et faut-il avoir une intelligence. Je veux dire, les tests, c'est super bien. Je vais donner par exemple le magnésium. Une des meilleures manières de le faire, c'est de donner du magnésium en quantité à une personne et de mesurer son urine. Et là, si on retrouve beaucoup de magnésium, ça veut dire que la personne, elle est saine, qu'elle a le magnésium qu'il lui faut, donc elle rejette le magnésium. Mais si par contre, je ne retrouve pas ce magnésium au niveau de l'urine, ça veut dire qu'elle a utilisé ce magnésium et qu'elle était forcément en carence. Donc ça, plutôt que de faire le truc sérique, le truc où je vais mesurer dans le sang le magnésium, c'est peut-être plus intéressant de le faire de cette manière. De la même manière, par exemple, la vitamine B12, que l'on peut mesurer, plutôt que de le mesurer dans le sang, on peut mesurer le taux d'homocystéine qu'on a. Et c'est beaucoup plus intéressant de le faire de cette manière, et ça nous donne une vue plus intéressante, parce que là, on sait pertinemment que si j'ai trop d'homocystéine, c'est au niveau de la méthylation qu'il y a un problème, et que c'est peut-être pas forcément le fait de ne pas assez manger de vitamines, de micronutriments dans mon alimentation, c'est peut-être que j'ai une mauvaise gastrie, une mauvaise acidité au niveau de mon estomac. On sait pertinemment que le facteur intrinsèque, c'est ce qui va créer la vitamine B12 au niveau de notre estomac. C'est peut-être au bout, dans la chaîne de Krebs, où j'ai un problème,
ou peut-être que je ne pourrais pas faire la méthylation. C'est peut-être, par exemple, je prends l'exemple des autistes qui ont un mauvais état intestinal. J'aurais beau lui donner la vitamine B12 que je veux, ça ne va pas marcher. Donc dans ce cas-là, par exemple, ce que je fais, c'est de le donner de manière intramusculaire par injection. Et là encore, de la même manière que pour le magnésium, c'est la forme de la vitamine B12 qui va être intéressante. Est-ce que c'est cobalamine? Est-ce que c'est méthylcobalamine? Moi, je préfère par exemple la forme injectable méthylcobalamine que je mets directement dans l'intraveineuse. Et je sais que là, au niveau de la méthylation, j'ai sauté l'estomac, j'ai sauté le problème là où il y avait le problème, et j'ai donné la vitamine B12 dans la forme où elle était nécessaire et directement dans le cycle de Krebs. Là, ça peut avoir un intérêt et ça peut avoir un impact positif justement dans ces cas extrêmes. Mais bon, dans les personnes qui ont juste un problème de gastrie et tout ça, je préfère moi régler la gastrie, régler ce problème-là et après donner une alimentation adaptée dans la mesure où la personne va accepter l'approche alimentaire que je vais lui donner, à savoir manger des abats, manger des huiles de poisson, manger du poisson, etc. Donc voilà, c'est toujours personnalisé, il faut toujours être intelligent et le faire de manière intelligente. Donc, moi, par expérience, je sais que je peux donner des micronutriments, des plantes, des probiotiques, des prébiotiques ou plus encore, hein, qui vont réduire l'inflammation, restaurer l'intégrité de la barrière intestinale, rétablir un microbiote intestinal sain, résoudre d'autres problèmes persistants sur le chemin du retour à la santé. Enfin, je considère que les suppléments, pour moi, en fait, dans le sens, par exemple, où je le dis pour l'autiste, où je vais donner cette injection de vitamine B12 méthylcobalamine, pour moi, c'est un radeau. Il faut savoir que le but, ce n'est pas de garder les gens sous supplémentation et d'engraisser, de faire des pactes avec des compagnies qui vont vendre des supplémentations et de garder ces gens clients de la même manière que le fait Big Pharma avec les médicaments. Le but pour moi, c'est toujours de ramener la personne à la santé et de faire en sorte qu'elle puisse retrouver une vie normale sans avoir besoin de se ruiner à coût de 300 € par mois de suppléments qui, bien des fois, on le verra, peuvent poser problème. Donc voilà, moi en général, enfin, voilà, on le sait pertinemment, ça ne va pas chercher toujours bien loin en termes de supplémentation, et des fois j'essaie de le faire de manière intelligente, hein, comme par exemple pour la vitamine D ou la vitamine A, je préfère largement donner une huile de poisson, une huile de foie de morue et une huile de foie de morue de qualité. Je vais faire de la publicité, j'ai aucun lien avec eux, mais je trouve que c'est une des huiles de foie de morue qui est la plus intéressante et de meilleure qualité parce que justement elle n'est pas oxydée et qu'elle est produite de manière manuelle dans la règle de l'art et tout ça. C'est l'huile de foie de morue Rosita. Rosita, ça s'écrit R-O-S-I-T-A. Bon, ça coûte un pied et un bras, mais bon, c'est toujours le même truc. Est-ce qu'il vaut mieux dépenser là 40 € de manière ponctuelle, parce que là, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours un radeau, hein, plutôt que de prendre quelque chose de chimique ou quelque chose qui va me créer des problèmes plus qu'autre chose. Puis voilà, enfin, je veux dire, 40 €, c'est pas le bout du monde non plus, hein, je veux dire, pour ceux qui peuvent se le permettre. Hein. Après, je sais que, bon, on vit dans une période difficile où le coût de la vie est de plus en plus signifiant, mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Notre santé, c'est notre outil principal. Il vaut mieux take care of number one, comme disaient les Anglais. Il vaut mieux s'occuper du plus important, de celui qui va vous apporter à manger, qui va être utile à votre vie de famille, à soutenir votre vie de famille, c'est-à-dire vous, hein, je veux dire, c'est votre santé. Hein. Donc, j'ai vu apparaître d'autres arguments, c'est-à-dire que si vous avez besoin de suppléments, ça doit signifier que votre régime ne fonctionne pas. Ouais, enfin, je veux dire, si on vivait, comme je le disais au début, dans un monde idéal et tout ça, où on avait tous ces micronutriments qui venaient des sols, etc., et où tout était parfait, ouais, on n'en aurait pas besoin, mais bon, dans le monde dans lequel on vit et dans les conditions dans lesquelles que je viens d'expliquer, ça peut, dans notre monde, enfin, je veux dire, dans celui dans lequel nous vivons, la supplémentation, c'est pas nécessairement un signe que votre régime alimentaire ne fonctionne pas. C'est juste
pour nous, un moyen de mieux le faire fonctionner, c'est comme si par exemple j'avais ma voiture qui était en panne, la batterie qui était à plat, je vais amener les câbles et demander à un ami de venir avec sa voiture pour justement redonner un coup de peps, puis après voilà, je vais recharger les batteries et ma batterie va s'occuper de ma santé. Mais bon, pour moi, c'est toujours un radeau de sauvetage, comme je l'ai mentionné, qui va nous aider à adapter un nouveau régime alimentaire dans lequel on va s'épanouir. Ça peut être une transition. Par exemple, quelqu'un qui a été végétarien pendant des années et qui est complètement carencé, au début, on va peut-être lui adapter l'alimentation et tout ça, mais il va peut-être falloir ce radeau dont je parle pour vraiment essayer d'amener la personne à retrouver un niveau acceptable et nécessaire pour un bon fonctionnement et pour une bonne interaction biochimique entre justement les aliments qu'on va donner et nos cellules. Donc ça, c'est voilà. L'autre côté, bon, on le sait, hein, c'est ce que j'avais dit, soutenir notre côté affectif, le côté stress, tout ce côté-là, tout ce côté qui fait partie de l'exposome. Et donc voilà, quand on fait une adaptation et qu'on est en transition vers une nouvelle alimentation, hein, surtout quand on a passé du temps avec un régime végétarien, faible en gras, enfin, voilà, hein, tout ce qui est à la mode aujourd'hui dans cette approche réductionniste qui est dominante dans l'approche de la nutrition moderne. On sait, voilà, après des années de mauvaise nutrition, où on a mangé comme un carac avec que des aliments transformés ou ultra transformés avec des toxines et tout ça, ou une alimentation avec des carences nutritives, hein, pour les adeptes de nos amis gourous de la théosophie et qui les ont suivis jusqu'au boutiste vaille que vaille et qui ont vécu avec des jus verts et tout ça en pensant que voilà, c'était le mode alimentaire adapté et que soi-disant on était des gorilles et que tout allait bien se passer en mangeant 20 kilos de bambou par jour. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je me suis encore fait reprendre il n'y a pas longtemps. On m'a accusé en me disant que j'étais un peu trop rêche et un peu trop rude avec le monde de la naturopathie. Mais bon, enfin voilà, je ne suis pas là pour faire des ennemis ou pour faire le mec qui est là, contestataire et tout ça. Mais bon, j'essaie de ramener un petit peu de raison et j'essaie de ramener un petit peu de réflexion et un petit peu d'intelligence dans l'approche en naturopathie. Et je pense que franchement, c'est pas trop en demander et de remettre les choses en cause. On n'est pas dans une secte, hein, avec des gourous où il y a des dogmes et qu'on ne peut pas discuter des choses. Je veux dire, je le disais au début de cette vidéo, l'ennemi de la science, c'est le dogme. Poser un dogme et ne pas laisser la controverse s'exprimer, c'est un peu couillon. Bon, après, moi, je suis du Sud, je suis un peu taquin, je le fais à ma manière, mais c'est plus amical qu'autre chose. Je veux dire, j'ai rien contre personne. Si je vois mamie Bambi, je vais l'appeler pour pas dire son nom, je lui ferai un bisou bien volontiers, hein, mais bon, voilà. Après, ça n'empêche qu'on a une grosse... voilà, on a de gros différends dans notre approche et c'est tant mieux. Je veux dire, voilà, nous, on est là pour apporter une autre approche, pour expliquer les choses de manière intelligente et essayer de faire en sorte qu'on ait une réflexion tous ensemble. Et justement, si ça peut se retranscrire après dans les cours et dans la manière dont on forme les naturopathes, c'est pas plus mal parce que c'est les gens qui vont en bénéficier. Donc, c'est le bien commun qui en bénéficie. Je veux dire, il n'y a rien d'égoïste dans ce que je fais. Je n'essaie pas de tirer une couverture à moi. J'essaie d'expliquer les choses de la manière qui me semble la plus intelligente. Et donc, dans ce sens-là, voilà, pour nous, ce qu'on disait dans la transition de gens qui ont passé du temps justement en carence et tout, peu importe la richesse en nutriments de votre alimentation, si vous avez un faible taux, par exemple, d'acide gastrique ou une production d'enzymes qui est réduite parce que vous ne pouvez pas absorber pourrez pas absorber ces nutriments de manière efficace. Donc, c'est peut-être intelligent, là aussi, comme je le disais au tout début, c'est de voir dans cette roue où je vais prendre la personne de manière globale, de prendre l'approche de manière méthodique et de traiter les causes plutôt que de traiter les symptômes, d'avoir une approche holistique plutôt qu'une approche réductionniste. Là encore, voilà. Voilà, si la personne elle a toujours des envies de sucre, si elle continue voilà, c'est toujours la même chose. Quand je propose une approche à une personne, je lui dis toujours que l'approche, elle n'est pas basée juste sur sa volonté, parce que si on base les choses que sur la volonté, on risque d'avoir un problème. Je veux dire, c'est jamais assez la volonté. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est avoir une approche intelligente et donc s'organiser, planifier, faire les choses bien. D'ailleurs,
un des exemples, si je fais bien mes courses, forcément je vais manger correctement. Mais si j'ai mes placards pleins de cochonneries, il y a un moment donné où l'appel va être trop fort. Par exemple, les gens qui ont des envies de sucre incontrôlées, parce qu'elles ne peuvent pas, par exemple, métaboliser correctement les graisses, elles ne pourront pas s'en tenir à une alimentation saine. Elles vont être tentées d'aller piocher là-dedans. Alors que si je fais un sevrage et si je m'organise de manière intelligente et que je fais mes courses de manière intelligente et que chez moi j'interdis l'accès à ce genre d'aliments, voilà, ça peut être une des choses qui fait que voilà, la transition va bien se faire. Et l'autre chose, c'est une des choses auxquelles on pense même, c'est le mécanisme de désintoxication du corps qui doit être pris en compte. Enfin, je veux dire, les carences en nutriments et le trop de toxines voilà, peuvent faire qu'on a un problème au niveau de nos émonctoires et tout ça. Je veux dire, si on ne règle pas ces problèmes-là, là encore, je veux dire, on va avoir une accumulation de toxines, etc. etc. et ça peut entraîner aussi des carences. Donc, voilà, c'est au-delà de la supplémentation, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça sera temporaire. Comme j'explique pour moi, voilà, le dogme, c'est toujours l'ennemi de la bonne médecine. Et ma philosophie sur le traitement, ça a toujours été que tout ce qui fonctionne et cause le moindre mal et qui va apporter un mieux, pourquoi s'en passer ? Pourquoi se passer, par exemple, de la supplémentation si, dans certains cas, elle peut être intéressante? L'autre chose que je soulignais, c'est qu'il y a des études qui ont démontré, là on va passer dans le côté négatif de la supplémentation, on sait qu'il y a, enfin je veux dire, nous ce qu'on préconise, c'est qu'il y a une synergie entre les micronutriments et donc il vaut mieux avoir les micronutriments dans les aliments entiers parce qu'il y aura une meilleure biodisponibilité, il y aura une meilleure ingestion de ces micronutriments et c'est toujours beaucoup plus intelligent de le faire comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, certaines personnes qui vont aller voir un thérapeute vont se retrouver avec un thérapeute qui va immédiatement les supplémenter. Et nous, ce qu'on constate, c'est que la médecine moderne, elle est obsédée par les nutriments synthétiques isolés. On va prendre l'exemple de la vitamine B9. Si on prend la vitamine B9, on sait que le folate et l'acide folique, c'est deux choses différentes. L'acide folique, c'est l'élément synthétique donc qui a été créé par l'industrie, et à juste titre, parce que le folate se conserve très mal. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis l'acide folique. Mais l'acide folique, il n'a pas la même interaction avec notre système. C'est-à-dire qu'au niveau biochimique, on n'aura pas les mêmes réactions avec le folate qu'avec l'acide folique. Ça, il faut le savoir. Et quand on va se supplémenter en acide folique, il faut savoir que quand on prend un acide folique synthétique, on n'a pas du tout la même réaction que si on prenait de la vitamine B9 sous forme de folate qu'on va prendre dans un aliment entier qui serait par exemple les abats, le foie. Dans le foie, on en trouve énormément de la vitamine B9. Et donc, oui, dans ce sens-là, je veux dire, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites au niveau de la supplémentation et de la médecine, comme je dis, stupide, en pensant que cet esprit réductionniste qui voudrait que chaque chose est la même chose, je veux dire que pour vitamine B9, c'est acide folique et acide folate, ça se vaut, c'est pas vrai. Il y avait... on sait qu'aujourd'hui, il y a une gigantesque industrie de compléments alimentaires qui est née de cette croyance erronée, justement, et réductionniste. Et il y avait eu au National Institute of Health, je sais, aux États-Unis, bon, je lis énormément, moi, de revues et d'études américaines. Et cette étude, je pense qu'elle avait été faite aux alentours de 2006, elle avait révélé que 20 à 30% des Américains utilisent quotidiennement une multivitamine. Et ils dépensent, tenez-vous bien, ça c'est que pour les États-Unis, en moyenne 30 milliards de dollars
par an pour compléter dans tout ce qui est supplémentation. Et il y a beaucoup plus d'aliments d'Américains qui prennent efficacement, enfin, qui prennent une multivitamine en prenant, enfin, voilà, dans les produits céréaliers, tout ça. Je sais qu'ils supplémentent beaucoup là-dessus, mais au niveau des suppléments que les gens mangent, il y a 30 milliards. Donc, si on garde cette statistique à l'esprit, on ne sera pas surpris ni choqué d'apprendre que les essais cliniques qui ont montré que la plupart de ces suppléments, je veux dire, c'est toujours pareil, il faut regarder les conflits d'intérêts. Donc, quand on voit qu'il y a une industrie qui fait 30 milliards de dollars de profit avec les suppléments, certaines études, quand on va les étudier, elles vont toujours vanter le côté miraculeux de leur supplémentation. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des essais cliniques qui ont montré que la plupart de ces suppléments, non seulement ne fonctionnent pas comme ils sont censés fonctionner, mais qu'en plus, ils aggravent les choses. Je veux dire, on sait par exemple qu'il y a eu des essais qui avaient été faits sur la niacine, la vitamine B3, le folate, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Le folate, ce n'est pas l'acide folique, c'est deux choses différentes. La riboflavine, qui est la vitamine B2, et les vitamines B6 et B12. Et bien, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun effet positif sur la survenue des maladies chroniques dans la population générale. L'autre chose qui avait été faite, on avait recommandé même d'arrêter le bêta-carotène. J'expliquais aussi dans la vidéo que j'avais fait avec le docteur Fardet, et je l'expliquais aussi au début de cette vidéo, qu'il y avait des essais qui avaient été faits sur des maladies chroniques, je veux dire sur une population de fumeurs, et il avait été démontré que ça avait été nocif. Je veux dire, le fait de supplémenter en bêta-carotène, ça avait été très nocif. Et une des raisons pour laquelle c'est très nocif, c'est que le bêta-carotène est très peu convertible en vitamine A, voire pas du tout. Donc c'est pas du tout la même chose que d'avoir de la vitamine A que l'on va tirer de l'huile d'huile de foie de morue ou d'aba que d'avoir du bêta-carotène. La supplémentation en vitamine E, à forte dose, elle augmente le risque de décès de toutes causes confondues. Et d'ailleurs, le docteur Fardet, dans notre dernière vidéo ensemble, l'expliquait. Je veux dire, de supplémenter juste un seul antioxydant plutôt que d'avoir plusieurs antioxydants que l'on va amener par l'alimentation et qui vont se compléter, qui vont diminuer l'impact oxydatif que l'on peut avoir au niveau de notre métabolisme. Je veux dire, c'est vraiment, voilà, on peut déclencher quelque chose en utilisant trop de vitamine E isolée et en ne prenant pas les autres vitamines antioxydantes. Donc, c'est là que l'aliment va être supérieur à juste la supplémentation. Donc, il y a d'autres choses, enfin, ce que j'expliquais au début de la vidéo, c'est que pour moi, c'est complètement dingue hein, quand on se rend compte que les études viennent démontrer que la plupart des multivitamines et antioxydants ne servent à rien et qu'on peut les jeter à la poubelle. Voilà, j'avais trouvé aussi une étude qui étudiait justement la synergie alimentaire, qui était comme un concept opérationnel pour comprendre la nutrition. Et là, en fait, voilà, c'est toujours l'approche holistique où on s'est rendu compte voilà, une personne ou un animal qui mange un régime composé uniquement de nutriments purifiés dans le rapport nutritionnel de référence, sans bénéficier de la coordination inhérente à la nourriture, elle peut ne pas prospérer et n'aurait pas probablement une santé optimale. Et la revue justement que j'avais étudiée, elle plaide pour mettre en avant et donner la primauté à l'alimentation par rapport aux suppléments. Et c'est pour ça que pour moi, les suppléments, ça reste un radeau et que le mieux, c'est d'avoir une haute densité nutritionnelle avec un régime adapté à notre profil génétique. Et là, c'est vrai que, voilà, le problème, c'est que, voilà, les choses, je veux dire, quand on prend l'aspect scientifique qui serait dit aux principes fondamentaux, ça peut conduire à une simplification excessive et finalement étouffer la progression et justement le progrès en termes de science. C'est ce que j'explique. Faire de la médecine stupide et se contenter de cette approche réductionniste, ça peut être un gros problème. Donc voilà, le concept de synergie alimentaire basé sur la proposition que les interrelations entre les constituants des aliments sont significatives,
cette importance, elle dépend de l'équilibre entre les constituants de l'aliment et la façon dont les constituants survivent à la digestion et dans la mesure dans laquelle ils apparaissent biologiquement actifs au niveau cellulaire. Donc, ça va dépendre de la manière dont on va digérer ces produits, dont on va avoir une biodisponibilité et comment ils vont être utiles et vraiment remplir leur rôle. C'est pas juste le fait de donner quelque chose pour le donner. On l'expliquait tout à l'heure avec la vitamine B12 ou avec le magnésium. Encore faut-il qu'il y ait la bonne forme, encore faut-il... Voilà, c'est tellement complexe que pour moi, l'idéal, ça restera toujours, et je partirai toujours du principe qu'il vaut mieux donner une alimentation avec une haute densité nutritionnelle qui va permettre justement d'avoir plusieurs aspects de la synergie alimentaire. Et ça on peut le définir en plusieurs points, hein, comme l'effet tampon, c'est-à-dire l'effet d'un apport important d'un nutriment particulier, peut varier selon s'il est pris sous forme concentrée ou dans le cadre d'une alimentation complète. Comme je l'expliquais tout à l'heure avec la vitamine E, donner excessivement de la vitamine E isolée ou donner excessivement de l'acide folique, qui est une forme synthétique, ça peut avoir un impact négatif sur notre corps. Alors que si je l'apporte de manière saine, après avoir rétabli un système digestif, ben là, dans ce sens-là, je vais avoir beaucoup plus de bénéfices et beaucoup plus de bienfaits pour ma santé. Les nutriments, ils peuvent affecter l'absorption les uns des autres, ce que je parlais quand je disais l'antagonisme entre les nutriments, comme par exemple le cuivre et le zinc, le manganèse et le fer. C'est des nutriments qui sont interdépendants et ils ont tendance à apparaître ensemble dans les aliments, mais pas nécessairement dans les suppléments isolés, par exemple. Dans le supplément isolé, on va avoir un déséquilibre. Et ce déséquilibre peut créer un problème, justement, dans le cadre de ce que je viens d'expliquer au niveau des antagonismes. Et il importe que les nutriments ils aient été produits par le processus technologique ou biologique. Enfin, le gras trans produit chez les ruminants, par exemple, comme les acides linoléiques conjugués dans les produits laitiers, ils sont bénéfiques pour la santé, tandis que le gras produit lors de la transformation des huiles de graines industrielles, ils peuvent être hautement toxiques. Donc là, on a gras et gras, mais ce n'est pas du tout le même gras, ce n'est pas du tout les mêmes micronutriments, et surtout, il n'y a pas eu cette oxydation qu'on a eu, par exemple, avec cette huile-là. De la même manière, quand on parle de supplémentation en huile de poisson, il faut faire attention parce qu'énormément d'huiles de poisson sont rances. Donc peut-être que des fois, c'est beaucoup mieux de l'apporter sous la forme entière, le poisson, plutôt que l'huile de poisson. Ou alors, si on prend une huile de poisson, on va prendre une huile de poisson qui va être vraiment de qualité. Et c'est pour ça que je citais justement cette marque Rosita, qui je trouve, voilà, quand je fais la traçabilité, je me rends compte que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment sain, qui est pas mal, je veux dire, dans le cadre de la personne qui ne peut pas avoir justement tous ces nutriments par rapport à son alimentation, pourquoi pas de se tourner vers une huile de foie de morue. L'huile de foie de morue, c'est un truc qui date, hein, nos grand-mères et tout ça. Elle nous en fourrait tous une cuillère dans la bouche, elle savait ce qu'elle faisait. Hein. Je veux dire, c'était le bon sens près de chez vous, comme disait l'autre. Hein. Et après, voilà, la preuve que les aliments entiers sont plus efficaces que les suppléments et ils peuvent répondre à beaucoup de besoins en nutriments, c'est que par exemple, la consommation de tomates, tiens, je vais donner un exemple, la consommation de tomates a un effet plus important sur les tissus prostrés humains qu'une quantité équivalente de lycopène. De la même manière, une sauce tomate va avoir plus de lycopène, donc ça, là encore, c'est un truc sur les crudivores, là, les gens qui me parlent de crudivorisme. Quand on fait cuire la tomate, qu'on fait une sauce tomate, on a plus de lycopène que quand on mange la tomate juste comme ça. On peut prendre le brocoli, les grenades, elles ont des effets chimiques antiprolifératifs et in vitro plus importants que certaines de leurs constituants individuels. Donc c'est encore une des choses que je disais par rapport aux antioxydants. Ça peut être intéressant. Les radicaux libres, ils ont été réduits par la consommation de légumes comme le brassica, etc., enfin, indépendamment du mélange de micronutriments. Donc, c'est toujours pareil, je veux dire que le docteur Fardet l'expliquait avec un exemple un petit peu maladroit quand il parlait des céréales, mais il y a beaucoup plus d'antioxydants et d'antioxydants qui sont complémentaires dans un produit entier que dans un antioxydant qui est isolé. Donc, voilà, c'est toujours pareil. Dans le monde des suppléments,
L'idée qu'un nutriment est un nutriment, une molécule est une molécule, quelle que soit sa source, ces gens affirment que peu importe que le nutriment provienne d'un complexe alimentaire entier ou d'un laboratoire, pour eux c'est la même chose. Nous, dans la perspective de la synergie des micronutriments, on dit que non. Par exemple, la plupart des suppléments, ce que savent pas les gens, c'est la manière dont sont fabriqués, par exemple, les suppléments. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, du supplément en vitamine B1. Ils sont fabriqués à partir de dérivés de goudron de houille. Le goudron de houille pour la vitamine B1. L'acide ascorbique, la vitamine C, elle est fabriquée à partir en faisant réagir du sirop de maïs à haute teneur en fructose avec de l'acide sulfurique. Est-ce que il y a de nombreux suppléments, par exemple en fer, qui sont fabriqués à partir de clous rouillés. Il faut le savoir. Donc, moi, je ne sais pas vous, mais je préfère largement obtenir mon fer, moi, en mangeant des abats, obtenir mes vitamines à partir de nutriments qu'à partir de réactions chimiques comme ça, quoi. Je veux dire, à mon avis, la meilleure assurance, c'est de manger des aliments avec une large couverture en nutriments et de prendre une large variété, un large palette de nutriments. C'est beaucoup plus intéressant. Après, oui, comme je le disais au début de cette vidéo, toutes les supplémentations ne sont pas inutiles. Enfin, moi, je vais donner quelques exemples. La vitamine D, oui, certainement. Enfin, dans les gens qui ont des diabètes de type 2, les maladies chroniques inflammatoires, on sait pertinemment que voilà, les gens qui n'arrivent pas à avoir assez de vitamine D, il vaut mieux la leur donner sous forme de supplémentation. Et pourquoi pas ne pas penser à une supplémentation saine, par exemple, comme je disais tout à l'heure, avec l'huile de foie de morue. L'huile de poisson, elle offre vraiment... je veux dire, ça a été démontré dans des études, on sait pertinemment que ça va apporter un bon apport de vitamine D. L'autre point, c'était le magnésium, donc je vous invite à aller voir l'article que j'avais écrit, je ne vais pas étaler, mais bon, on sait pertinemment que ça peut être utile pour les gens qui sont constipés, pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, pour les gens qui ont des problèmes de tension, les gens qui ont des problèmes... Je veux dire, le magnésium, c'est magique, mais là encore, c'est pareil. Quelle forme de magnésium, sous quelle forme, etc., etc. Mais oui, là, une supplémentation intelligente, je l'avais fait d'ailleurs avec mon père, paix à son âme, avec de l'orotate de magnésium que j'ai commandé à l'étranger parce que l'orotate de magnésium, c'est un petit peu galère à choper ici, mais il n'y a pas que l'orotate, hein, je veux dire, je donne tout un tas de magnésium, de différents suppléments de magnésium que vous pouvez utiliser. Vous n'aurez qu'à voir, je vous mettrai le titre de mon article et vous aurez qu'à aller le lire et vous vous rendrez compte que oui, là le magnésium, franchement, c'est plutôt que de donner certains produits. Moi, il y a par exemple des gens qui étaient sous hypotenseurs et tout ça, qui sont passés au magnésium, hein, je veux dire, avec l'accord de leur médecin et tout ça, hein, j'ai pas pris sa place. Mais on a des résultats, on a vraiment de très bons résultats. La vitamine K2, voilà, je veux dire, pour les os, pour les dents, enfin tout ça, on sait que la vitamine K2, on la retrouve dans les graisses d'animaux nourris à l'herbe. C'est encore un des détails importants. Viande n'est pas égale à viande. Mais voilà, c'est un des points où on sait que voilà, mais si on ne peut pas l'obtenir, on peut se supplémenter en vitamine K2 en faisant attention avec les antagonistes. Je pense que c'est surtout le brocoli, tout ça, les choux-fleurs et tout. Bon, bref, après, il faut toujours prendre la personne de manière individuelle et toujours faire une approche personnalisée et vraiment, voilà, être intelligent en termes de supplémentation, c'est super important. Ne pas partir dans des trucs où je vais donner n'importe quel supplément de n'importe quelle manière. Et une des bonnes manières de le faire, c'est de tester. J'ai expliqué, par exemple, si on veut tester les taux de vitamine B12, plutôt que de le faire de manière sérique, je veux dire au niveau du sang, il vaut mieux peut-être, par exemple, mesurer l'homocystéine. J'ai expliqué au niveau du magnésium, voilà, avec l'urine, en donnant une quantité assez importante de magnésium, on mesure l'urine de la personne. Si on se rend compte qu'elle exècre beaucoup d'urine, on sait pertinemment que bon, elle n'a pas besoin d'urine, elle l'a rejetée. Par contre, celle qui l'a retenue et desquelles on ne retrouve pas beaucoup de magnésium dans son urine, on va peut-être se poser la question, se dire peut-être que cette personne est carencée. Voilà, écoutez, c'était la vidéo, ça n'a pas été simple aujourd'hui, je me suis un peu cassé la tête, là j'ai eu un problème technique, mais bon, je suis assez content de vous avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris énormément de choses avec nous, et que
dorénavant, vous aurez une meilleure approche en termes de supplémentation. Pour ceux qui veulent un suivi, vous savez que nous allons créer bientôt la clinique, mais c'est déjà en place. Mais bon, on va faire la page qui va vraiment faire des prises en charge pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement de santé. Donc si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter. Vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Pour ceux qui recherchent une formation intelligente et pas juste une formation théosophique, je vous invite à nous rejoindre, le retournement, comme je dis, parce que vraiment, on a besoin de plus en plus de thérapeutes intelligents, formés de manière adéquate et qui sont capables justement d'avoir une approche intelligente, que ce soit en supplémentation ou tout simplement en médecine fonctionnelle, qui va englober le tout. Voilà, c'est quelque chose de super intéressant à faire, et c'est pas parce que c'est mon école, c'est parce que je trouve que voilà, c'est quelque chose que l'on fait bien. C'est quelque chose que l'on réfléchit, c'est quelque chose que l'on met en place pour vraiment faire de vous des thérapeutes. Et si vraiment vous voulez suivre une formation qui vous permet de pratiquer votre métier, parce que là encore une fois, c'est ce que j'explique, hein, le tout, c'est pas de juste faire une formation et faire de l'empilage de savoir qui va vous être inutile, hein, un peu de médecine ayurvédique, un peu de médecine chinoise, un peu de ci, un peu de massage, un peu de là. C'est pas une formation en naturopathie. Vous, votre rôle, c'est de relancer les systèmes, d'être un praticien de la médecine fonctionnelle. Et je veux dire, pour moi, il n'y a pas de différence entre la médecine fonctionnelle et la naturopathie. On pourrait changer la terminologie et juste prendre cette approche. Ça ferait tellement de bien, ça apporterait tellement d'intelligence et ça viendrait remettre en question tellement de choses que voilà. Enfin, j'espère que ça se fera. Enfin, nous, de notre côté, en tout cas, on fait ce qui est nécessaire pour le faire. Et voilà, ben écoutez, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis, en espérant que ce n'aura pas été très long. J'ai essayé d'être aussi concis que possible, mais bon, des fois, c'est pas toujours évident. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter, comme je l'ai dit, vous avez les liens au bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions. On vit dans un monde digital, et dans ce monde digital, on n'existe qu'au travers des interactions. Et si vous voulez nous faire monter, si vous voulez nous aider à développer cette chaîne, ben je ne pourrai que vous encourager à partager ce contenu, à nous donner des pouces, à mettre des commentaires et pourquoi pas parler de nous autour de vous. Merci à vous, bonne journée, bonne soirée, quel que soit l'endroit où vous êtes. J'espère que tout va bien pour vous et que voilà, continuez à garder la pêche et continuez à penser de manière positive et rejoignez le retournement.